Otto Günsche. Il était l'assistant personnel d'Hitler et l'un des responsables de l'incinération de son corps après son suicide. Capturé par l'armée rouge en mai 1945, il passa 10 ans dans les prisons soviétiques, accusé d'être un complice direct du cercle intime du Führer. Après sa libération en 1956, il vécut discrètement en Allemagne de l'Ouest. Il décéda en 2003. Heinz Linge, majordome d'Hitler à partir de 1935, était également présent dans le bunker jusqu'à la fin et aida à préparer le corps du dictateur après sa mort. Capturé par les soviétiques, il fut interrogé et emprisonné pendant plus de 10 ans. Libéré en 1955, il écrivit ses mémoires, révélant des détails inédits sur la vie quotidienne d'Hitler. Il mourut en 1980. Rochus Mich, opérateur téléphonique et garde du corps, fut le dernier survivant du bunker. Capturé par les soviétiques, il passa 9 ans dans un goulag. Des années plus tard, il donna des interviews et écrivit un livre racontant sa version des faits, sans manifester aucun remords pour son rôle au sein du régime. Il mourut en 2013, dernier témoin direct du bunker. Emil Morris était le premier garde du corps d'Hitler et l'un des fondateurs de la SS. Bien qu'il fût d'origine juive, il bénéficiait de la protection d'Hitler lui-même grâce à un certificat de sang honorifique. Après la guerre, il fut brièvement arrêté par les Alliés, mais ne fut pas reconnu coupable de crimes de guerre. Il vécut le reste de sa vie en Allemagne et mourut en 1972. Otto Günsche, l'homme qui a vu mourir Hitler et a passé 10 ans comme prisonnier des Soviétiques. Otto Günsche est né le 24 septembre 1917 à Jena, dans l'État libre de Thuringe, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, il manifesta un attachement quasi religieux aux structures d'autorité et aux idéaux nationalistes. En 1934, à seulement 17 ans, il rejoignit les jeunesses hitlériennes. 2 ans plus tard, en 1936, il s'engagea dans la SS, l'organisation paramilitaire qui constituait la garde d'élite du Parti national-socialiste. Son entrée n'était pas fortuite. Dès ses débuts, Günsche fit preuve d'une discipline de fer, d'une loyauté inconditionnelle et d'un dévouement absolu à Adolf Hitler, des qualités qui allaient rapidement le faire se démarquer. La même année, il fut transféré au Leibstandart SS Adolf Hitler Regiment, une unité initialement conçue pour l'escorte personnelle du Führer. La Leibstandart servit de vivier aux futurs cadres d'élite nazie. C'est là que Günsche commença à tisser des liens avec les plus proches du pouvoir. Son caractère sobre, sa discrétion et son fanatisme idéologique le transformèrent en un jeune soldat digne de confiance aux yeux de ses supérieurs. Entre 1936 et 1939, Günsche poursuivit sa formation militaire et gravit les échelons de la SS. Lors de l'invasion de la Pologne en 1939, il participa activement au régiment Leibstandart, qui n'était plus seulement une force d'apparat, mais un corps de combat acharné devenant le bras armé des crimes du régime. Durant la campagne d'Occident de 1940, qui comprenait l'invasion de la France, Günsche combattit avec distinction. Il fut blessé au combat et décoré pour sa performance. Les années suivantes, il participa également au front de l'Est dans le cadre de l'opération Barbarossa, où la brutalité atteignit des sommets. Cependant, contrairement à d'autres officiers SS, son service militaire ne fut pas marqué par des actes de sadisme ou de publicité. Günsche était avant tout un soldat fidèle à son chef. Son profil discret, allié à son dévouement et à sa loyauté indéfectible, conduisit Hitler à le nommer l'un de ses assistants personnels en 1943. Dès lors, sa vie fut entièrement liée au destin du Führer. Son rôle n'était pas politique, mais opérationnel et symbolique. Il devait être toujours disponible, coordonner les aspects logistiques, accompagner Hitler dans ses déplacements et, éventuellement, donner sa vie si nécessaire. Cette nomination impliquait plus qu'une responsabilité. C'était un serment de mort.
Contrairement aux autres membres du cercle intime d'Hitler, Günsche n'était ni un intellectuel ni un stratège. Sa mission était différente. Être le soldat silencieux, le garde du corps discret, l'homme qui ferait tout ce qui était nécessaire pour son commandant suprême. Ce rôle allait s'intensifier considérablement à partir de 1944, alors que l'Allemagne entrait dans sa phase finale et que la figure de Günsche allait devenir encore plus centrale. En 1944, Otto Günsche fut promu SS Hauptsturmführer et ses liens avec Adolf Hitler devinrent plus étroits que jamais. À partir de cette année-là, son rôle d'assistant personnel se transforma. Il n'était plus seulement une ombre silencieuse, mais un témoin privilégié du déclin du Troisième Reich. Hitler, de plus en plus isolé et méfiant, avait besoin de personnalités autour de lui en qui il pouvait avoir une loyauté absolue. Günsche devint l'un des rares hommes à bénéficier de ce rare privilège. L'attentat contre Hitler, le 20 juillet 1944, perpétré par Klaus von Stauffenberg, marqua un tournant. Günsche n'était pas présent dans la pièce lorsque la bombe explosa, mais il fut l'un des premiers à y entrer après l'explosion. Il aurait aidé à évacuer Hitler et à coordonner les premiers secours. Dès lors, la paranoïa du Führer s'accentua. Le cercle de confiance se rétrécit encore davantage. L'ombre de la trahison planait sur tous, sauf sur quelques-uns. Günsche était l'un d'eux. Au cours des mois suivants, le Reich s'effondra. Les fronts s'effondrèrent les uns après les autres et la résistance alliée progressa sans relâche. En janvier 1945, Hitler quitta définitivement Berlin et se réfugia dans le Führerbunker. Il était accompagné de personnalités telles que Joseph Goebbels, Martin Bormann, Eva Braun, Heinz Ling et, bien sûr, Otto Günsche. Ce dernier, outre ses fonctions, accompli chargé de la garde personnelle, il était chargé de coordonner les communications et de garantir la vie privée du Führer. Son confinement dans le bunker entraîna une dégradation accélérée de l'image d'Hitler. Günsche assista à son effondrement physique et mental. Les réunions devinrent plus erratiques, les discours plus obsessionnels et les accès de colère plus fréquents. Malgré cela, le jeune SS garda son sang-froid. Il savait que son sort était irrévocablement lié à celui de son supérieur. Dans les derniers jours d'avril, alors que les troupes soviétiques encerclèrent Berlin, Hitler rédigea son testament politique. Le 30 avril 1945, après avoir dit au revoir à ses amis les plus proches et avoir épousé Eva Braun la veille, le Führer s'enferma dans sa chambre. Avec Eva, il se suicida d'une capsule de cyanure et d'une balle dans la tempe. Dans la pièce voisine, Heinz Ling et Otto Günsche attendaient. En entrant, ils découvrirent les corps sans vie. Günsche avait reçu un ordre direct. Il devait veiller à ce que le corps d'Hitler ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Pour accomplir cette mission, il emmena les corps dans le jardin de la chancellerie du Reich. Là, avec Ling, il les enveloppa dans des couvertures, les arrosa d'essence et y mit le feu. La fumée se mêlait au bruit de l'artillerie soviétique qui pilonnait déjà le sol. Les jours suivants, Günsche resta dans le bunker, participant à la destruction de documents et coordonnant les dernières communications. Finalement, le 2 mai 1945, alors qu'il tentait de fuir Berlin, il fut capturé par les forces soviétiques. Son identité fut rapidement confirmée et son sort scellé. Il fut emmené à Moscou et interrogé par le NKVD. Sa connaissance directe des derniers instants d'Hitler fit de lui une source d'informations essentielle. Il passa près de 10 ans emprisonné en Union soviétique, dans des conditions extrêmement difficiles, jusqu'à sa libération en 1956, grâce aux efforts du gouvernement ouest-allemand. À son retour, il vécut discrètement, sans écrire de mémoire ni rechercher la célébrité. Otto Günsche fut l'ultime témoin et exécuteur testamentaire de l'un des chapitres les plus sombres du XXe siècle. Son rôle fut celui du nombre fidèle qui accompagna le Führer jusqu'à la tombe. Et il mourut oublié le 2 octobre 2003. Heinz Ling, fidèle assistant d'Hitler jusqu'à ses derniers jours. Heinz Ling est né le 23 mars 1913 à Brême. Issu d'origine modeste et d'une formation technique,
Il travailla comme apprenti maçon avant d'être attiré par la mystique naissante du national-socialisme. En 1933, peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il rejoignit la SS. Sa discipline, son apparence soignée et son attitude serviable attirèrent l'attention de ses supérieurs. En 1935, il fut sélectionné pour rejoindre l'équipe d'assistants personnels du Führer. Contrairement à Otto Günsche, Ling n'était pas issu d'un milieu purement militaire. Son rôle était plus domestique mais non moins important. Il était le valet personnel d'Hitler, responsable de son hygiène, de ses vêtements, de sa routine quotidienne et de ses espaces privés. Dans la structure rigide du Troisième Reich, ce type de tâche n'impliquait pas servitude mais confiance absolue. Ling était l'une des rares personnes autorisées à entrer dans la chambre d'Hitler sans prévenir. Son rôle exigeait discrétion, silence et loyauté inconditionnelle. Pendant plus d'une décennie, Heinz Ling fut témoin direct de la vie privée du Führer. Il connaissait ses habitudes, ses phobies, ses obsessions. Il l'aidait à s'habiller, à ranger ses affaires, à préparer ses repas et était présent à chaque instant de la journée, même lors de ses déplacements. Cette proximité faisait de Ling une figure quasi invisible, mais pourtant indispensable. À l'apogée du Troisième Reich, Ling participait aux événements officiels, banquets, réunions de haut niveau et rencontres diplomatiques, toujours à distance, c'est-à-dire à un pas d'Hitler. Il n'exprimait pas son opinion, n'intervenait pas, ne laissait aucune trace. Sa présence, en revanche, était constante. Il fut le témoin silencieux de l'évolution physique et mentale du dictateur, de l'orateur charismatique des années 1930 au patient paranoïaque de ces derniers jours. À partir de 1943, avec le début des revers militaires sur le front de l'Est et la pression croissante des Alliés à l'Ouest, Ling remarqua les premiers signes de la détérioration de l'état d'Hitler. Sa démarche devint plus raide, le tremblement de sa main gauche plus perceptible et son tempérament plus colérique. Malgré cela, Ling ne le quitta pas. Il était un serviteur, pas un confident. Sa loyauté était scellée. Lorsqu'Hitler emménagea dans le Führerbunker en janvier 1945, Ling l'accompagna sans hésitation. Durant les mois de détention, son travail s'intensifia. Elle conservait une routine spartiate. Préparer les vêtements, coordonner les toilettes, ranger les espaces privés et assister aux réunions. Elle était également l'une des rares à entrer régulièrement dans la chambre d'Hitler et dans les pièces où Eva Braun était détenue. Sa proximité avec eux lui permit d'assister aux derniers instants d'intimité du couple. Le 29 avril 1945, Ling aida Hitler à s'habiller pour son mariage symbolique avec Eva Braun. Le soir même, elle l'accompagna pendant qu'il rédigeait ses testaments politiques et personnels. Dans ces documents, Hitler désignait ses successeurs et ordonnait la destruction de ses restes pour éviter qu'ils ne soient exposés comme trophées. Le lendemain, 30 avril, Ling se tenait à quelques mètres de là lorsque Hitler et Eva Braun s'enfermèrent dans leurs appartements privés. Quelques minutes plus tard, elle entendit le coup de feu. Accompagnée d'Otto Günsche, elle entra dans la pièce et découvrit les corps sans vie. Hitler s'était tiré une balle dans la tempe. Eva avait ingéré du cyanure. Suivant des ordres stricts, Ling et Günsche transportèrent les corps dans le jardin de la chancellerie, les arrosèrent d'essence et les incinérèrent. Ling resta dans le bunker plusieurs jours encore, organisant les dernières tâches et détruisant des documents. Finalement, il tenta de s'enfuir déguisé à travers les décombres de Berlin, mais fut capturé par les Soviétiques le 2 mai 1945. À Moscou, il fut longuement interrogé par le NKVD. Son témoignage sur les derniers jours d'Hitler fut considéré comme déterminant pour confirmer officiellement sa mort. Il passa 10 ans en captivité en Union soviétique dans des conditions extrêmement difficiles. Libéré en 1955, il retourna en Allemagne de l'Ouest. Contrairement à Günsche, Heinz Ling publia ses mémoires. Il y décrit en détail la vie quotidienne d'Hitler, sa routine et ses obsessions.
Il mourut le 9 mars 1980, laissant derrière lui le témoignage d'un homme qui vécut dans l'ombre du pouvoir absolu jusqu'à la fin. Johann Rathenhuber, le soldat qui a servi de l'Empire allemand au service du Führer. Johann Rathenhuber est né le 30 avril 1897 à Munich, dans une famille bavaroise de la classe moyenne. À 17 ans, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage volontairement dans l'armée impériale allemande. Il combat sur le front de l'Est et reçoit plusieurs décorations pour sa bravoure. Bien que blessé au combat, il survit au conflit et rentre en Allemagne en 1918, profondément marqué par cette expérience, comme tant d'autres vétérans qui allaient devenir les piliers du nazisme. Avec la dissolution de l'Empire et l'instauration de la République de Weimar, Rathenhuber se tourne vers la fonction publique. Il rejoint la police de sécurité bavaroise, où il fait carrière pendant les turbulentes années de l'entre-deux-guerres. Dans une période d'instabilité et d'hyperinflation, de coups d'État manqués et d'affrontements entre communistes et nationalistes, Rathenhuber s'impose comme un officier coriace, efficace et déterminé. C'est un homme d'action, marqué par une vision autoritaire de l'ordre et du devoir. Durant les années 1920 et le début des années 1930, il fut témoin de l'instabilité politique croissante qui embrasait l'Allemagne. En Bavière, et notamment à Munich, les mouvements nationalistes gagnaient en puissance. C'est dans ce contexte que Rathenhuber entra en contact avec des membres du parti nazi et des groupes paramilitaires qui gravitaient autour du parti d'Hitler, notamment les SA puis les SS. Bien qu'il ne fût pas initialement un membre actif du parti, son orientation idéologique était évidente. Il abhorrait le communisme, se méfiait du parlementarisme et considérait le nationalisme autoritaire comme le seul moyen de restaurer la grandeur allemande. En 1933, après la prise du pouvoir par Adolf Hitler, Rathenhuber fut muté à l'appareil de sécurité nationale, rejoignant la Kriminalpolizei, puis, peu après, le quartier général de la sécurité du Reich. La même année, il est appelé à rejoindre le service de protection personnelle du Führer. Contrairement aux autres membres de la garde rapprochée d'Hitler, Johann Rathenhuber n'est pas issu de la SS, mais de la police criminelle et possède une solide expérience professionnelle. Son profil combine deux vertus, l'efficacité opérationnelle et la loyauté pragmatique. En 1933, il prend la tête du Führerschutzkommando, l'unité chargée de la protection immédiate d'Hitler. Cet organisme, qui deviendra plus tard le Reichssicherheitsdienst, aura pour mission exclusive d'assurer la sécurité du Führer tant en déplacement qu'à l'intérieur du pays. Sous sa direction, le FSK a professionnalisé ses méthodes en adoptant des techniques modernes de contre-espionnage, de surveillance secrète et d'analyse des menaces. Rathenhuber était méticuleux, silencieux et distant. Il ne cultivait pas d'amitié avec Hitler et ne faisait pas partie du cercle intime du régime. Ses relations avec le Führer étaient strictement professionnelles. Néanmoins, son travail était essentiel. Chaque visite, chaque train, chaque réunion ou apparition publique devait être inspectée et contrôlée par ses hommes. Chaque lieu où séjournait Hitler devait être examiné minutieusement au mètre carré près. Dans les premières années du régime, la FSK et son chef opéraient dans un calme relatif. Mais à mesure que la guerre progressait et que les menaces se multipliaient, la personnalité de Rathenhuber prit une importance croissante. Surtout après l'attentat de 1939 contre la brasserie Bürgerbräukeller à Munich et la tentative d'assassinat du colonel von Stauffenberg en 1944, ses pouvoirs et ses responsabilités s'accrurent considérablement. Homme austère et sans ambition politique, Johann Rathenhuber représentait une sorte de fonctionnaire dur et obéissant qui, sans briller de mille feux, joua un rôle clé dans le dispositif de protection qui entourait Hitler. Son profil, beaucoup moins médiatique que celui d'autres dirigeants, lui a permis de rester dans l'ombre durant les années les plus sombres du régime. Avec la consolidation du régime nazi, Johann Rathenhuber gagna du pouvoir au sein de l'appareil de sécurité du Troisième Reich. En 1935, le Führerschutzkommando qu'il dirigeait fut restructuré et élargi
donnant naissance au Reichssicherheitsdienst, le service de sécurité du Reich. Bien que formellement subordonné à l'appareil général de sécurité de l'État, le RSD rendait compte directement à Hitler. Rathenhuber fut confirmé à sa tête et occupa ce poste jusqu'à l'effondrement du régime. Le RSD était composé d'agents formés à la contre-surveillance, à la détection d'explosifs, à l'interception des communications, à l'identification des infiltrés et au filtrage du personnel. Ils avaient le pouvoir de procéder à des perquisitions, des arrestations et des exécutions sommaires si la sécurité du Führer l'exigeait. Leur champ d'action s'étendait à l'intérieur comme à l'extérieur du Reich, accompagnant Hitler lors de ses visites sur les fronts, dans les installations industrielles ou dans des résidences privées comme le Berghof. Pendant la guerre, Rathenhuber resta discret, en partie par conviction, en partie par stratégie. Il ne participa pas aux décisions politiques et n'entretint aucun lien étroit avec les autres dirigeants nazis. Ses relations avec des personnalités telles que Himmler, Bormann et Goebbels étaient formelles, voire tendues. Son seul supérieur était Adolf Hitler, et sa seule mission était d'assurer sa survie. L'attentat manqué du 20 juillet 1944 modifia radicalement la structure de sécurité intérieure du Reich. Bien que Rathenhuber n'en fût pas directement tenu responsable, il fut contraint de réviser entièrement les protocoles de la DSR. Il fut l'un des rares officiers à conserver son poste après la purge qui suivit le complot de Stauffenberg, signe de la confiance qu'Hitler lui accordait encore. Durant les derniers mois de la guerre, lorsque Hitler se réfugia dans le Führerbunker, Rathenhuber assuma la supervision de toute la sécurité intérieure du complexe. Le bunker était divisé en sections, la RSD ayant juridiction sur le niveau supérieur et les entrées. Rathenhuber organisa des rotations de garde, installa des postes d'écoute, renforça les portes d'accès et maintint un contrôle strict de chaque entrée et sortie. Son obsession pour la sécurité confinait à la paranoïa, mais dans Berlin assiégé, chaque pas pouvait être le dernier. Malgré le désespoir ambiant, Rathenhuber garda son calme. Il supervisa la gestion du bunker, tel un administrateur méthodique. Il se tenait au courant des rapports militaires, assistait aux réunions quotidiennes et, surtout, s'assurait qu'aucune menace ne pénètre dans le dernier refuge du Führer. Il organisa même l'entraînement de troupes spéciales pour une éventuelle défense du bunker, même si chacun savait que cette résistance serait symbolique et brève. Le 30 avril 1945, lorsque Hitler se suicida avec Eva Braun, Rathenhuber fut immédiatement informé par Heinz Ling et Otto Günsche. Après avoir constaté la mort du Führer, il fit son devoir. Il scella les accès et ordonna à ses hommes de continuer à sécuriser le complexe jusqu'à ce que le commandement soviétique le rende intenable. Le 1er mai, il organisa l'évacuation d'une partie du personnel restant, dont le général Wilhelm Mohnke et l'opérateur radio Rochus. Mich Rathenhuber fut l'un des derniers à quitter le bunker. Cependant, quelques pâtés de maisons plus loin, il fut capturé par les forces de l'armée rouge. Interrogé et emmené à Moscou, il fut considéré comme un élément clé de la reconstitution des derniers jours du régime. Son témoignage fut enregistré lors de multiples audiences avec le NKVD, puis avec le KGB. Contrairement à d'autres prisonniers, Rathenhuber ne renia pas sa loyauté, mais ne se présenta pas non plus comme un fanatique. Il se présenta comme un fonctionnaire obéissant et professionnel, étranger aux crimes du nazisme, même si sa proximité avec Hitler rendait une telle séparation difficile à maintenir. En 1950, il fut jugé en Union soviétique et condamné à 25 ans de prison. Il fut cependant libéré en 1955 grâce à une amnistie politique conclue entre Moscou et Bonn. Il retourna en Allemagne de l'Ouest, où il vécut dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort en 1957. Johann Rathenhuber n'était ni un idéologue ni un criminel de guerre notoire. Pourtant, pendant plus d'une décennie, il resta la sentinelle silencieuse du dictateur le plus redouté d'Europe. Sa vie s'acheva comme elle avait commencé, au milieu des archives, des portes closes et d'une obsession du contrôle absolu.
Rochus Misch, l'opérateur de communication du Führer. Rochus Misch est né le 29 juillet 1917 à Alt-Salkowitz, une petite ville de Silésie. Orphelin très jeune, ses parents étant décédés alors qu'il avait à peine 2 ans, il fut élevé par ses grands-parents maternels. Dans la pauvreté de l'après-guerre et la désintégration de la République de Weimar, Misch grandit dans une famille modeste. Profondément nationaliste, influencé par la crise économique, le ressentiment post-Versailles et la promesse de rédemption offerte par le national-socialisme. En 1937, à l'âge de 20 ans, il rejoint la SS Verfügungstruppe, l'organisation de combat paramilitaire qui deviendra plus tard la Waffen-SS. Il est affecté au régiment SS Adolf Hitler, la garde personnelle du Führer. Bien que sa motivation initiale fût de servir l'Allemagne en tant que soldat, il se retrouve rapidement empêtré dans les rouages du culte du chef. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Misch participa à l'invasion de la Pologne. Lors d'un affrontement, il fut grièvement blessé à la poitrine. Après une longue convalescence, il fut déclaré inapte au combat et réaffecté à des fonctions de sécurité. Cette mutation changea radicalement son destin. Il fut sélectionné pour rejoindre l'équipe de communication directe et de sécurité d'Adolf Hitler au quartier général et aux résidences du Führer. À partir de 1940, Misch travailla comme opérateur téléphonique, responsable des lignes de communication sécurisées du Führer. Son poste le plaçait à un poste clé. Il était l'intermédiaire entre Hitler et ses généraux, ses ministres et ses alliés étrangers. Il ne décidait de rien, n'émettait aucun avis, mais écoutait tout. Il connaissait les voix, les tensions, les tons et les silences de chaque nazi important. Des couloirs du Berghof au bunker mobile du front de l'Est, sa présence était une constante invisible. Contrairement aux autres membres de l'entourage d'Hitler, Rochus Misch ne faisait pas partie du cercle restreint et n'avait pas directement accès aux décisions du pouvoir. Mais il vivait parmi eux. Il était présent dans les salles d'attente, dans les pièces attenantes, dans les centres de commandement. Sa connaissance du quotidien du Führer était absolue. Horaires, tempérament, absence, visite. Il était toujours derrière un tableau de communication, connecté à un réseau qui soutenait le régime dans l'ombre. Sa loyauté était structurelle, presque mécanique. Il n'était ni un idéologue ni un fanatique. Plutôt un rouage qui n'hésitait jamais à tourner quand il le fallait. Chapitre. Lorsqu'Adolf Hitler se réfugia dans le Führerbunker au début de 1945, Rochus Misch fut transféré avec lui. Son rôle d'opérateur de communication le rendait essentiel au maintien du contact avec les vestiges de la structure militaire et administrative du Reich. Depuis une petite pièce revêtue d'acier et de béton, Misch contrôlait le central téléphonique souterrain qui reliait encore Hitler à ses généraux disséminés dans ce qui restait du Reich. Le monde s'effondrait à la surface, mais il continuait d'entendre des voix. Le chaos des dernières semaines fut total. La chancellerie du Reich était constamment bombardée. Les points d'accès étaient détruits et les communications devenaient de plus en plus erratiques. Misch, cependant, resta à son poste, effectuant des rotations avec d'autres opérateurs et techniciens. Il recevait et transmettait des ordres souvent incompréhensibles, adressés à des divisions inexistantes ou à des commandants déjà morts. Dans les couloirs du bunker, les vestiges du cercle intime d'Hitler se croisaient. Joseph et Magda Goebbels, Martin Bormann, Otto Günsche, Heinz Linge, le général Wilhelm Mohnke et les secrétaires personnels du Führer. Misch ne participait pas aux décisions, mais il était là, toujours là. Il observait, écoutait, enregistrait mentalement. Sa mémoire était sa seule archive. Dans les jours précédant le suicide d'Hitler, l'atmosphère devint étouffante. Les nouvelles de l'avancée soviétique étaient accablantes, Berlin était encerclé et la reddition semblait inévitable. Le 30 avril 1945, après avoir reçu des instructions sur son testament politique, Hitler s'enferma avec Eva Braun dans sa chambre privée. Quelques minutes plus tard, le coup de feu retentit. Misch, comme les autres, comprit sans avoir besoin de confirmation.
Le silence qui suivit fut plus brutal que n'importe quelle explosion. Peu après, il assista au transfert des corps dans le jardin, à la crémation et à la clôture définitive du cycle hitlérien. Misch resta dans le bunker quelques jours encore. Il fut l'un des derniers à utiliser la ligne téléphonique, tentant d'établir le contact avec des unités allemandes ou des officiers soviétiques pour négocier une reddition. Le 2 mai, lorsque les soldats de l'armée rouge entrèrent dans le complexe, il fut capturé. Contrairement à d'autres dirigeants, Rochus Misch n'était pas considéré comme un criminel de guerre. Il fut longuement interrogé par le NKVD et sa connaissance des communications internes du Reich fit de lui une source d'informations stratégiques. Il fut transféré dans plusieurs prisons soviétiques, puis finalement envoyé au camp de prisonniers de guerre de Vorkuta, en Sibérie, où il passa 9 ans. En 1954, il fut libéré et retourna à Berlin-Ouest. Il y ouvrit une petite entreprise de peinture et de papier peint. Il vécut dans un relatif anonymat pendant des décennies, jusqu'à ce que, dans les années 2000, il commence à attirer l'attention du public pour avoir été le dernier membre survivant de l'équipe du Führerbunker. Contrairement à d'autres, il n'exprima jamais de remords. Dans des interviews et des mémoires, il déclara à plusieurs reprises qu'il ne connaissait rien à la politique et se contentait d'obéir aux ordres. En 2006, il publia ses mémoires « J'étais avec Hitler, les derniers témoins du bunker ». Ce livre suscita la controverse. Il y afficha sa loyauté envers le Führer jusqu'au bout et évita toute condamnation morale du régime nazi. Pour certains, c'était la voix d'un témoin honnête. Pour d'autres, une tentative de blanchir sa responsabilité. Misch est décédé le 5 septembre 2013, à l'âge de 96 ans. Il était le dernier survivant du Führerbunker. Sa vie, comme son poste au Standard, a été marquée par le bruit de fond du pouvoir et le silence final de l'effondrement. Plus tard, il admettra n'avoir jamais remis en question le régime. Il s'est contenté d'obéir. Durant les années de guerre, Misch accompagna Hitler dans tous ses déplacements stratégiques. La campagne de l'Ouest, la visite à Paris, les réunions à Wolfschanz, les déplacements entre Berlin et la Bavière. Il installa des stations de communication, supervisa les transmissions et assura la confidentialité. Son nom n'apparaissait ni sur les documents ni sur les discours, mais son rôle était essentiel, indispensable. Lorsque la guerre prit un tournant irréversible en 1943 et que le Reich commença à perdre du terrain sur tous les fronts, Misch fut définitivement transféré au Führerbunker, où il gérait le central téléphonique du bunker souterrain. Là, il travailla dans des conditions extrêmes, entre appels désespérés, ordres de suicide et communications inutiles avec le monde extérieur. Sa vie, comme celle du régime qu'il servait, se réduisit à un écho de fils et de parasites. Durant ces années, Rochus Misch était un témoin silencieux de l'effondrement du pouvoir qu'il servait depuis sa jeunesse. Il connaissait la peur des généraux, l'angoisse des secrétaires, le désespoir des assistants et le déclin physique des Hitler. Mais son rôle était clair, maintenir le lien même lorsqu'il n'y avait plus rien à relier. Émile Maurice, le garde du corps fidèle au sang impur. Émile Maurice est né le 19 janvier 1897 en Westphalie. Fort d'une formation technique, il débuta sa carrière professionnelle comme horloger. Son destin changea radicalement lorsqu'il rejoignit le Parti national-socialiste dès ses débuts, en 1919, devenant l'un des premiers membres du mouvement et l'un des plus anciens amis personnels d'Adolf Hitler. Maurice était plus qu'un simple partisan. Il fut l'un des cofondateurs du Stoßtrupp Hitler, le détachement de garde du corps créé pour protéger le futur dictateur lors de ses premiers rassemblements. Il fit partie de la garde légendaire qui l'accompagna pendant les années de troubles politiques en Bavière, participant même au putsch manqué de Munich en 1923, où il fut arrêté aux côtés d'Hitler et passa un certain temps en prison. Durant ces années de détention à Landsberg, son amitié avec le Führer se consolida profondément. À une époque où peu étaient prêts à risquer leur vie pour le nouveau parti, Maurice était une figure de confiance.
Sa relation avec Hitler n'était ni idéologique ni stratégique, mais profondément personnelle. Il était, à bien des égards, un ami proche, l'un des rares à pouvoir le traiter avec familiarité. Cependant, sa carrière au sein du parti et de la SS prit un tournant lorsqu'au début des années 30, on découvrit qu'il avait une ascendance juive partielle. Des enquêtes internes révélèrent que l'un de ses arrière-grands-pères était juif, ce qui, en vertu des lois raciales du régime, faisait de lui un Mischling de second degré et le disqualifiait de la SS. Heinrich Himmler exigea son expulsion immédiate, mais Hitler intervint personnellement. Il rédigea une dérogation formelle pour Maurice, l'autorisant à rester au sein de la SS pour sa loyauté et ses mérites avérés durant les premières années du mouvement. Cette décision, contraire aux préceptes idéologiques du régime, suscita des tensions au sein du haut commandement. La relation entre Himmler et Maurice fut définitivement endommagée. Malgré ce conflit, Emil Maurice fut discrètement tenu à l'écart des projecteurs. Il ne joua aucun rôle de premier plan au sein de la SS et ne participa à aucun crime avéré pendant le conflit. Pendant la guerre, il fut transféré dans la Luftwaffe, où il servit comme officier technique. Son rôle était administratif, sans participation directe au combat. Contrairement à d'autres officiers supérieurs, il n'occupa jamais de poste important au sein de l'appareil d'extermination, ni ne participa à des opérations militaires décisives. À la fin de la guerre, Maurice fut capturé par les forces alliées. Il fut interrogé, mais sa proximité avec Hitler ne suffisait pas à le considérer comme un criminel de guerre. Il ne fut pas tenu pénalement responsable et fut interné dans un camp de dénazification où il fut classé comme sympathisant de second rang. Il passa plusieurs années en détention en Allemagne, mais fut libéré sans autre conséquence. Après la guerre, Emil Maurice resta à l'écart de la politique et de l'attention publique. Il retourna à sa profession d'opticien et d'horloger et vécut discrètement à Munich. Sa relation avec Hitler, bien que notoire, fut reléguée au passé. Il ne publia aucun mémoire ni n'accorda d'interview révélatrice. Il mourut le 6 février 1972. Maurice était une figure ambiguë, fidèle garde du corps et ami proche du dictateur, et en même temps, un homme incarnant une contradiction intolérable pour le régime qu'il avait contribué à bâtir. Sa permanence au sein du système, grâce à l'intervention directe d'Hitler, est l'une des rares exceptions documentées à la politique raciale implacable du Troisième Reich. Julius Schreck, le premier garde du corps du Führer. Julius Schreck est né le 13 juillet 1898 à Munich, en Bavière. Il fut une figure clé des premières années du Parti national-socialiste, même si son nom finit par disparaître dans l'histoire officielle du Troisième Reich. Cependant, sans lui, la genèse des structures de protection personnelle d'Hitler ne peut être pleinement comprise. Vétéran de la Première Guerre mondiale, Schreck adhéra très tôt au mouvement nationaliste naissant mené par Adolf Hitler. Membre du Parti national-socialiste dès 1920, il fut l'un des premiers à entourer le futur dictateur d'une aura de mysticisme et d'autorité. Plus qu'un garde du corps, il était un compagnon de confiance, l'un des premiers à comprendre que Hitler devait être protégé, non seulement physiquement, mais aussi symboliquement. En 1923, il participa au putsch manqué de Munich, pour lequel il fut emprisonné aux côtés d'Hitler à la prison de Landsberg. Durant cette détention, le lien entre les deux hommes se renforça encore. À sa sortie de prison, Schreck proposa la création d'une petite unité entièrement loyale pour protéger le chef du parti. Ainsi naquit le Stoßtrupp Hitler, une force de choc et de protection que l'on peut considérer comme l'embryon direct de la SS. Schreck en fut le premier commandant et le modèle qu'il établit influença de manière décisive la création ultérieure de la Schutzstaffel. Il dirigea lui-même la SS lors de sa fondation en 1925, alors qu'elle n'était encore qu'une petite unité subordonnée à la SA. Durant ces premières années, Schreck insistait pour que les membres du corps fassent preuve d'une dévotion quasi religieuse à Hitler. Lui-même portait des uniformes sombres et des bottes hautes, préfigurant l'esthétique militarisée que l'organisation adopterait plus tard sous Himmler.
Son image, toujours sérieuse et silencieuse, contrastait fortement avec l'agitation paramilitaire de la SA. D'une certaine manière, Schreck était le précurseur de la voie SS, sobre, efficace et d'une loyauté fanatique. À mesure que le parti grandissait et s'institutionnalisait, Schreck évolua vers des rôles plus symboliques. En 1926, il fut remplacé par Joseph Berchtold à la tête de la SAS, tout en restant proche d'Hitler comme chauffeur personnel, garde du corps et homme de confiance. Durant cette période, Schreck fit partie du cercle intime du dirigeant nazi. Il voyagea avec lui, l'accompagna lors de tournées à travers l'Allemagne et lui servit d'assistant silencieux lors de réunions avec des sympathisants et des membres du parti. Cependant, la carrière de Julius Schreck fut prématurément interrompue. En 1936, il contracta une méningite et mourut le 16 mai de la même année. Il n'avait que 37 ans. Sa mort fut profondément ressentie par Hitler, qui lui rendit un hommage personnel et ordonna des funérailles spéciales. Il fut enterré à Munich et, pendant une brève période, son nom resta dans les cercles du parti comme un martyr du mouvement. Malgré son rôle décisif dans la formation de la SS et la construction de l'appareil symbolique du pouvoir hitlérien, le nom de Julius Schreck tomba peu à peu dans l'oubli. Il ne participa pas aux crimes du régime et ne participa pas activement à la Seconde Guerre mondiale. Mais il fut l'un des premiers à comprendre que la figure d'Hitler devait être protégée comme celle d'un monarque ou d'un messie, et à ériger autour de lui une barrière de fer et de foi. Ernst Röhm, le révolutionnaire homosexuel qui a construit les muscles du nazisme et a été trahi par Hitler. Ernst Röhm est né le 28 novembre 1887 à Munich, au cœur de la Bavière. Issu d'une famille de tradition militaire, il suivit naturellement la voie militaire. Il obtint son diplôme d'officier dans l'armée impériale et combattit pendant la Première Guerre mondiale, où il fut blessé à plusieurs reprises et décoré pour sa bravoure. Son expérience au front le marqua profondément, développant un mépris viscéral pour le parlementarisme libéral et un culte quasi mystique de l'action, de la force et de l'ordre vertical. Après l'effondrement de l'Empire allemand en 1918, Röhm devint l'un des milliers d'officiers démobilisés qui se retrouvèrent dans les Freikorps, les milices paramilitaires nationalistes qui devinrent un nouvel espace de combat. Organisateur acharné et impitoyable, il participa à la répression des mouvements communistes en Bavière et dans d'autres régions allemandes. Son engagement idéologique devint de plus en plus radical. Pour Röhm, la démocratie était une trahison du sang versé au front. En 1919, au plus fort de la ferveur révolutionnaire, il rencontra Adolf Hitler, orateur mineur du Parti des travailleurs allemands naissant. Röhm fut impressionné par la véhémence du vétéran, tandis qu'Hitler voyait en lui un homme doté de relations militaires, d'une solide expérience organisationnelle et d'une volonté absolue de recourir à la violence. Ainsi naquit l'une des alliances les plus stratégiques et finalement les plus tragiques de l'histoire du nazisme. Dans les années qui suivirent, Röhm mit son réseau de contacts, son aptitude à recruter des vétérans et sa brutalité sans faille au service du parti. C'est lui qui fonda et organisa les premières unités d'assaut du parti, la Sturmabteilung USA, également connue sous le nom de Chemise brune. Sous sa direction, la SA devint une force de rue chargée de protéger les rassemblements du parti nazi, de disperser les événements des partis rivaux et de semer la terreur politique dans les rues. Röhm avait une vision très claire. Les SA ne devaient pas être un simple outil de protection pour Hitler, mais le fondement d'une future armée révolutionnaire. Il croyait que l'ancienne élite militaire prussienne devait être balayée et remplacée par une nouvelle classe combattante, composée d'hommes idéologiquement engagés, nés des combats de rue. Cette ligne de pensée allait plus tard entrer en conflit direct avec les ambitions d'Hitler de s'allier à l'armée traditionnelle. En 1923, Röhm participa activement au putsch de Munich, tentative de coup d'État qui se solda par l'emprisonnement d'Hitler et d'autres dirigeants nazis. Contrairement à ses confrères,
Röhm ne fut jamais condamné et poursuivit son militantisme nationaliste à l'étranger les années suivantes, notamment en Bolivie, où il travailla comme conseiller militaire. Il resta cependant en contact avec Hitler et lorsque celui-ci reprit la direction du parti en 1925, il le rappela en Allemagne. En 1930, Hitler lui offrit à nouveau le commandement suprême des SA, alors en proie à une crise interne. Röhm accepta immédiatement et, sous sa direction, l'organisation connut une expansion effarante. En 1933, lorsque Hitler arriva au pouvoir, les SA comptèrent plus de 3 millions de membres. C'était une force armée, parallèle à l'armée régulière, totalement fidèle à Röhm. Cette situation généra des tensions insoutenables. Röhm croyait que le véritable objectif du mouvement était la révolution totale, même si cela impliquait un affrontement avec l'aristocratie conservatrice et les militaires de carrière. Hitler, quant à lui, avait besoin du soutien de l'armée pour consolider son pouvoir et commença à percevoir Röhm comme une menace dangereuse. Röhm ne cachait pas non plus son homosexualité, un secret de polichinelle qui remettait publiquement en cause la moralité officielle du régime. Bien qu'Hitler la minimisât dans ses premières années, ses ennemis politiques, notamment Heinrich Himmler et Hermann, la minimisèrent. Göring commença à utiliser cette information comme argument pour exiger son élimination. Un affrontement entre les deux mondes, celui révolutionnaire de Röhm et celui stratégique d'Hitler, deviendrait inévitable. En 1933, Ernst Röhm était l'une des figures les plus puissantes de l'Allemagne nazie. En tant que commandant suprême des SA, il avait transformé ce qui était autrefois une petite milice de rue au sein d'une armée de plusieurs millions d'hommes. Son autorité était incontestée au sein de l'organisation et sa loyauté envers Hitler, bien que constante, commençait à coexister avec une ambition débordante. Röhm aspirait non seulement à maintenir le pouvoir des SA, mais aussi à absorber la Reichswehr, l'armée régulière, et à établir une nouvelle force armée révolutionnaire sous son contrôle. Cette idée, tolérée par Hitler pendant des années, devint une menace directe lorsqu'il entama des négociations avec le haut commandement militaire pour une transition définitive du pouvoir. Les généraux prussiens, gardiens d'une tradition élitiste et conservatrice, exigeaient une condition pour prêter serment de loyauté à Hitler comme chef de l'État, l'élimination de Röhm et la fin du pouvoir autonome des SA. Parallèlement, une campagne interne menée par Heinrich Himmler, chef de la SS, et Hermann Göring, chef de la Gestapo et de la Luftwaffe, commença à saper la position de Röhm. Des rapports furent rédigés, des réunions espionnées, des chiffres gonflés et la crainte que Röhm ne prépare un coup d'État interne contre Hitler fut attisée. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concluante d'un complot, le climat était propice à une action décisive. L'homosexualité de Röhm fut un élément clé de la campagne de diffamation. Bien que connu depuis des années, Hitler l'avait toléré par loyauté personnelle. Mais dans l'atmosphère puritaine et paranoïaque du régime nazi, ses préférences sexuelles servirent d'excuse pour justifier ce qui allait arriver. La propagande officielle commença à le présenter comme un déviant moral et une menace pour la jeunesse allemande. Le prétexte fut scellé en juin 1934. Hitler, après des semaines de pression de l'armée, signa l'ordre d'éliminer Röhm et les principaux dirigeants des SA. L'opération, baptisée « Nuit des longs couteaux », fut menée entre le 30 juin et le 2 juillet. Hitler se rendit personnellement dans la station thermale de Bad Wiessee, où Röhm et d'autres dirigeants de la SA se réunissaient pour une retraite. C'est là qu'il ordonna son arrestation et celle de l'ensemble de la direction. Plus de 200 personnes furent arrêtées, dont beaucoup furent sommairement exécutées. Röhm fut emmené à la prison de Stadelheim, où on lui offrit un pistolet pour se suicider. Il refusa, prétextant qu'Hitler devait le tuer de ses propres mains. Il fut finalement assassiné le 1er juillet 1934 par 2 officiers SS, Theodor Eicke et Michael Lippert.
L'assassinat de Röhm marqua une rupture historique. La SA fut immédiatement démantelée en tant que force politique indépendante et subordonnée au nouvel ordre imposé par la SS. Hitler présenta la purge comme une action préventive, visant à éviter toute trahison, et le Reichstag applaudit la mesure. Par décret, le Führer assuma personnellement la responsabilité des crimes commis. Le nom de Röhm fut rayé de tous les documents officiels du régime. Son image fut effacée des photographies et son héritage fut réduit à quelques mentions dans les archives secrètes. Mais son rôle fut fondamental. Sans Röhm, la montée du nazisme n'aurait pas été possible. C'est lui qui donna corps à la violence de rue, qui organisa la force du parti et protégea Hitler lorsqu'il n'était qu'un agitateur inconnu. Ironie du sort, Röhm fut amèrement trahi par celui-là même qu'il avait contribué à porter au pouvoir. Son exécution était non seulement un acte politique, mais aussi symbolique. La révolution nationale socialiste sacrifiait ses éléments les plus radicaux pour se consolider en régime autoritaire. Après sa mort, la violence ne serait plus incontrôlée ni populaire, mais étatique et organisée. Ernst Röhm, le militaire qui rêvait d'une Allemagne de soldats plébéiens, mourut comme tant d'autres sous le nazisme, victime du système qu'il avait contribué à bâtir. Ulrich Graf, le garde du corps qui a été abattu alors qu'il protégeait Hitler. Ulrich Graf est né le 6 juillet 1878 en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Issu d'un milieu rural, il travailla dès son plus jeune âge comme ouvrier agricole et occupa des emplois administratifs mineurs. Sans formation militaire officielle, il manifestait néanmoins un fort penchant pour la politique nationaliste et l'ordre autoritaire. Durant les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, dans le chaos de la République de Weimar, Graf rejoignit des mouvements paramilitaires tels que les Freikorps, au sein desquels il participa à la répression des soulèvements communistes. Il fut l'un des premiers à adhérer au Parti national-socialiste des travailleurs allemands en 1919. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Adolf Hitler, à qui il offrit ses services de garde du corps personnel. Sa forte carrure, son instinct protecteur et sa foi aveugle dans le mouvement firent de lui un membre essentiel du cercle de sécurité du parti. Ni idéologue ni intellectuel, il était un homme d'action, d'une loyauté sans faille et d'un recours à la violence sans scrupule. Ulrich Graf devint l'un des principaux membres du petit détachement protecteur qui entourait Hitler lors de ses rassemblements publics, à une époque où chaque discours représentait un risque réel d'agression physique. Il fut l'un des fondateurs du Stoßtrupp Hitler, l'unité de choc originelle qui allait plus tard mener à la création de la SS. Au sein de la SS, Graf était connu pour son fanatisme et sa propension à s'interposer entre son chef et toute menace. Cependant, son moment le plus célèbre eut lieu le 9 novembre 1923, lors du putsch manqué de Munich. Ce jour-là, Hitler et ses partisans tentèrent de renverser le gouvernement bavarois en défilant dans le centre-ville. Lorsque la police ouvrit le feu sur les manifestants, Ulrich Graf s'interposa entre Hitler et les balles. Il reçut 5 balles et tomba grièvement blessé, laissant au futur dictateur le temps d'éviter d'être atteint. Cet acte fit de lui un symbole de loyauté au sein du mouvement nazi. Il fut traité comme un martyr vivant et Hitler le mentionna publiquement à plusieurs reprises comme un exemple de loyauté absolue. Suite à la réorganisation du parti et à la fondation de la SS en 1925, Graf fut incorporé dans ses rangs sous le matricule SS numéro 1. Malgré cet honneur symbolique, son rôle opérationnel commença à décliner. Avec la professionnalisation de l'appareil de sécurité et l'arrivée de personnalités telles que Heinrich Himmler, Otto Gunsch et Johann Rathenhuber, Graf fut relégué à des fonctions secondaires. Sa personnalité était trop rustique, trop primitif pour le nouveau profil élitiste et technocratique que la SS cherchait à imposer. Dans les années 1930, Graf fut principalement utilisé à des fins de propagande, apparaissant lors d'événements officiels, de défilés et de célébrations comme le garde du corps qui se faisait tirer dessus pour Hitler.
Son histoire fut reprise comme un exemple de sacrifice et d'abnégation, bien que son pouvoir réel au sein de l'appareil nazi fût pratiquement nul. En 1936, il fut élu au Reichstag, poste qu'il occupera pendant la majeure partie du Troisième Reich, bien que sans aucun poids politique. Sa présence au Parlement était décorative. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ulrich Graf n'occupa aucun poste important et ne participa à aucune action militaire. Sa santé, détériorée par des blessures reçues en 1923, et son âge avancé le tinrent à l'écart des opérations du régime. Il vécut à Munich comme fonctionnaire honoraire et membre honoraire de la SS, percevant un salaire du parti et participant occasionnellement à des commémorations. Durant les derniers jours du Troisième Reich, il resta éloigné du cœur du pouvoir. Il ne fit pas partie de l'état-major du Führerbunker et ne participa pas à la chute de Berlin. À la fin de la guerre, il fut arrêté par les forces américaines et envoyé dans un camp de prisonniers. Il fut classé comme collaborateur du régime, mais aucun crime précis ne lui fut imputé. En 1948, lors de la procédure de dénazification, il fut condamné comme petit coupable, ce qui lui permit d'éviter une lourde peine. Il passa plusieurs années en liberté conditionnelle, sans jamais revenir à la vie publique. Il mourut à Hütting am Ammersee le 3 mars 1950, dans l'anonymat. Ulrich Graf représente le genre de personnage que le nazisme a su exploiter comme symbole. Un homme simple, d'une loyauté brutale, sans ambition politique ni vision stratégique, mais utile comme exemple vivant de sacrifice. Sa vie, réduite à un acte de protection en 1923, s'est ancrée dans le récit du régime comme le reflet de la loyauté sans réserve qu'Hitler exigeait de ses partisans. Une balle l'a sorti de l'histoire, une autre l'y a maintenu. Bruno Gesch, le garde du corps imprudent tombé en disgrâce. Bruno Gesche est né le 5 novembre 1905 à Berlin. Il a grandi dans une famille ouvrière. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une personnalité forte et impulsive, marquée par une fascination intense pour le pouvoir. Dans les premières années de la République de Weimar, alors que l'Allemagne traversait une période de crise économique et de bouleversement politique, Gesche a trouvé un moyen d'expression dans le nationalisme radical. En 1922, à seulement 17 ans, il a rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands et a rapidement été accepté comme l'un des premiers membres de la Sturmabteilung. Sa loyauté inconditionnelle, sa force physique et son audace dans les rues de Berlin l'ont distingué au sein de l'appareil paramilitaire croissant du parti. Il a rapidement été recruté pour rejoindre le Stoßtrupp Hitler, l'unité de garde du corps personnel qui a protégé Hitler lors de ses premières apparitions publiques. Gesche participa activement à des actes de violence, des rassemblements et des affrontements avec ses opposants politiques. Sa réputation grandit rapidement comme l'un des plus fidèles défenseurs du Führer. Avec la fondation de la SS, Gesche en devint membre fondateur et fut l'un des premiers à intégrer la garde rapprochée d'Hitler. Contrairement à d'autres gardes du corps plus sobres ou disciplinés, Gesche se distinguait par son imprudence. Son comportement était impétueux, presque téméraire, mais Hitler appréciait cette énergie. Dans les années 1930, il le nomma à la tête du Begleitkommando des Führers, l'unité directement chargée de sa protection personnelle lors des événements publics. À partir de 1932, Gesche fut présent à la plupart des événements importants de l'ascension nazie. Rassemblement à Nuremberg, la nuit de l'incendie du Reichstag, la proclamation du Troisième Reich, les campagnes d'annexion et les réceptions diplomatiques, Gesche n'était pas un idéologue, mais un homme d'action. Il avait un accès personnel à Hitler, dormait fréquemment dans des chambres proches de la sienne et surveillait ses moindres faits et gestes lors de ses déplacements. Son équipe était censée s'assurer qu'aucune menace physique ne puisse atteindre le Führer. Sous son commandement, la protection devint un protocole strict, incluant des itinéraires de rechange, un contrôle des vivres, des inspections des chambres et un entraînement constant. Cependant, Bruno Gesche développa également un comportement autodestructeur.
Il était connu pour sa consommation excessive d'alcool, son comportement agressif en dehors des heures de service et sa tendance à provoquer des conflits avec ses collègues officiers. Pendant des années, sa proximité avec Hitler lui permit de survivre aux critiques internes et aux plaintes officielles. Le Führer lui-même intervint à plusieurs reprises pour éviter son renvoi pour faute. Au fil du temps, les conflits entre Gesch et Heinrich Himmler, le commandant en chef des SS, devinrent irréconciliables. Himmler, bureaucrate obsédé par l'ordre, la hiérarchie et la pureté idéologique, considérait Gesch comme une source d'embarras pour son organisation. Le conflit entre les deux était caché mais constant. Gesch ne cachait pas son mépris pour Himmler et son entourage, et Himmler cherchait à son tour n'importe quel prétexte pour l'écarter du pouvoir. Le point de rupture survint en 1942, lorsque Gesch, sous l'emprise de l'alcool, menaça un collègue avec une arme à feu lors d'une dispute. L'incident fut directement rapporté à Himmler, qui saisit l'occasion d'agir. Il ordonna la rétrogradation de Gesch et son expulsion du Begleitkommando. Malgré les supplications de Gesch et de certains de ses collègues, Hitler n'intervint pas cette fois-ci. Gesch fut rétrogradé et envoyé sur le front de l'Est, où il servit dans une unité de combat de la Waffen, SS. Blessé au combat, décoré, il retourna temporairement en Allemagne, mais sa réputation fut ruinée. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement expulsé de la SS, il fut ostracisé des échelons supérieurs. Son rôle de protecteur du Führer fut repris par des hommes plus dignes de confiance, dont Franz Schädle et Otto Günsche. Durant les dernières années de la guerre, Gesch fut muté à diverses missions secondaires. Bien que demeuré membre de la SS, il n'eut plus de contact direct avec Hitler ni avec les dirigeants du régime. Sa chute fut silencieuse, mais définitive. De l'ombre du pouvoir absolu, il passa à l'oubli. À la fin de la guerre, il fut capturé par les forces américaines et soumis à un interrogatoire. N'ayant aucune implication directe dans des crimes de guerre, il fut libéré après une procédure de dénazification en 1946, mais il lui fut interdit d'exercer une fonction publique. Il vécut le reste de sa vie à Berlin-Ouest, où il travailla dans le secteur privé. Il mourut le 15 janvier 1980 dans un relatif anonymat. Bruno Gesch incarnait l'archétype du fanatique loyal qui, par son imprudence et son manque de contrôle, devint une figure gênante, même pour le régime qu'il contribua à établir. Il fut l'un des premiers à soutenir Hitler et l'un des premiers à être oublié par lui. Reinhard Heydrich, l'élégant bourreau du Troisième Reich. Reinhard Tristan Eugen Heydrich naît le 7 mars 1904 à Halle, sur Saale, dans une famille cultivée et musicale. Son père, compositeur et chanteur d'opéra, lui offre une enfance bourgeoise, marquée par la discipline, la culture et le nationalisme. Dès son plus jeune âge, Heydrich se distingue par son intelligence vive, sa passion pour l'escrime et une nature froide et méthodique qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, il s'engage dans la Reichsmarine, la marine allemande, où il atteint le grade de lieutenant. Cependant, en 1931, il est renvoyé pour conduite inappropriée à la suite d'un scandale amoureux impliquant une femme fiancée. À 27 ans, sa carrière militaire semble ruinée. Mais la même année, une interview avec Heinrich Himmler change son destin à jamais. Himmler, alors chef montant de la SS, fut impressionné par l'apparence nordique de Heydrich, ses talents d'organisateur et ses connaissances en matière de renseignement militaire. Il le recruta pour organiser le service de renseignement du parti, le Sicherheitsdienst ou SD. Ce fut une décision historique. En peu de temps, Heydrich transforma le SD en un réseau d'espionnage et de surveillance idéologique surpassant toutes les structures précédentes. Il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie du Troisième Reich. En 1934, après la nuit des longs couteaux, il fut l'un des responsables de la purge interne de la SA, aux côtés de Himmler et de Göring. Son efficacité impitoyable impressionna Hitler, qui le fit entrer dans le cercle intime du régime. Dès lors,
Heydrich fut non seulement chef du SD, mais aussi directeur de la Gestapo, et à partir de 1939, chef du Reichssicherheitshauptamt, qui regroupait toutes les structures de sécurité de l'État nazi. Heydrich n'était pas, techniquement, le garde du corps personnel d'Hitler, mais il était l'un des responsables de la sécurité du Führer et du Reich dans son ensemble. Depuis son bureau berlinois, il élaborait des politiques de surveillance, de répression et d'extermination, maintenant l'ordre interne du régime par la terreur et l'espionnage. Il était l'un des principaux cerveaux des déportations massives, de la destruction de l'opposition et de la surveillance idéologique de toute l'Allemagne. Son rôle s'étendait à tous les recoins du pays et aux territoires occupés. Ses agents étaient présents dans les universités, les usines, les administrations publiques et les casernes militaires. Toute personne soupçonnée de déloyauté, des communistes aux prêtres catholiques, pouvait être arrêtée, torturée ou exécutée sur ordre de l'appareil qu'Heydrich contrôlait. Avec son visage élégant, ses manières raffinées et sa froideur terrifiante, Heydrich était craint jusqu'au sein du régime. On le surnommait « l'homme au cœur de fer ». Hitler le considérait comme l'homme au cerveau le plus dangereux du Reich. Son flair pour le pouvoir, son absence de scrupules et sa capacité à manœuvrer parmi les dirigeants nazis les plus ambitieux en firent un personnage clé de la consolidation totalitaire du régime. En 1941, Heydrich fut nommé protecteur de Bohême-Moravie, le plus haut poste civil de la Tchécoslovaquie occupée. Depuis Prague, il imposa un régime brutal alliant efficacité économique et répression systématique. Fusillades, déportations et confiscations marquèrent son administration. Malgré cela, il parvint à contenir le mécontentement social et à stabiliser la région, renforçant encore son prestige auprès d'Hitler. Mais c'est aussi à Prague qu'il trouva la mort. Le 27 mai 1942, 2 membres de la résistance tchèque, entraînés par les Britanniques dans le cadre de l'opération Anthropoïde, tendirent une embuscade à la voiture dans laquelle Heydrich voyageait. Une bombe lancée sur le véhicule causa de graves blessures. Il mourut une semaine plus tard, le 4 juin 1942, des suites d'une infection généralisée. La réponse nazie fut brutale. En représailles, les SS massacrèrent toute la population du village de Lidis, exécutant les hommes, déportant les femmes dans des camps de concentration et envoyant les enfants dans des centres de germanisation ou d'extermination. La mort de Heydrich servit de prétexte à un renforcement de la répression en Europe de l'Est. Après sa mort, Heydrich eut droit à des funérailles nationales à Berlin. Hitler ne cacha pas sa douleur, le décrivant comme le fils qu'il avait toujours voulu avoir. Il fut remplacé par Ernst Kaltenbrunner, mais son héritage répressif laissa une profonde empreinte sur l'appareil de sécurité du Troisième Reich. Heydrich était plus qu'un simple homme de main. Il fut un architecte de la terreur, un technocrate de l'extermination et l'un des esprits les plus calculateurs du régime nazi. S'il avait vécu, il aurait probablement joué un rôle encore plus sinistre dans la solution finale, qu'il avait lui-même contribué à mettre en œuvre lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942. Il est mort jeune, à seulement 38 ans, mais son œuvre a perduré. Un appareil de mort bureaucratisé, précis et silencieux. Il était l'élégant bourreau, celui qui n'avait pas besoin de crier pour tuer. Erwin Rommel, le maréchal loyal qui a fini par être accusé de trahison. Erwin Johannes Eugen Rommel est né le 15 novembre 1891 à Heidenheim, dans le royaume de Wurtemberg. Fils d'un instituteur, sa vocation militaire se manifesta très tôt. Il s'engagea dans l'armée impériale à 18 ans et combattit dans l'armée allemande. Avec distinction durant la Première Guerre mondiale, son courage et son habileté tactique lui valurent la Croix de Fer et une solide réputation auprès de ses camarades. Après le conflit, Rommel resta dans la petite Reichswehr de la République de Weimar, où il gravit lentement les échelons au sein d'une institution marquée par la rigidité prussienne. Il se distingua comme instructeur et écrivit un manuel tactique influent, Les attaques d'infanterie.
publié en 1937, qui le fit connaître de la nouvelle élite militaire nazie. C'est durant les années d'ascension du Troisième Reich que Rommel capta l'attention d'Adolf Hitler, qui le nomma commandant du bataillon d'escorte personnelle lors de l'invasion de la Pologne en 1939. Sa loyauté envers le Führer, alliée à son efficacité, lui gagna la confiance des autorités. En 1940, lors de la campagne de France, Rommel commanda la 7e division Panzer qui réalisa une percée spectaculaire, lui valant le surnom de « division fantôme » pour sa rapidité et son imprévisibilité. La reconnaissance fut immédiate. Hitler le promut général et, en 1941, lui confia le commandement de l'Afrika. Corps envoyé en Afrique du Nord pour secourir l'armée italienne en difficulté. C'est là que naquit la légende du « renard du désert ». Rommel se révéla un commandant audacieux et flexible, profondément respecté par ses troupes comme par ses ennemis. Winston Churchill le décrirait comme un adversaire digne et honorable. Rommel combinait un esprit tactique brillant avec une attitude personnelle sobre. Il méprisait l'ostentation, le sadisme et l'antisémitisme idéologique du régime. Bien qu'admiré par Hitler, il garda ses distances avec les cercles puissants du parti nazi et évita tout contact avec les SS ou les actions répressives. Cette réserve morale ne l'empêcha cependant pas de tirer profit du système ni de combattre sous sa bannière avec une discipline absolue. Dans les années les plus difficiles de l'Afrique, alors que les approvisionnements diminuaient et que les défaites s'accumulaient, Rommel appela à plusieurs reprises à une retraite stratégique. Hitler refusa, comme il le ferait à plusieurs reprises avec ses généraux. Rommel fut finalement évacué en 1943 pour des raisons de santé. De retour en Europe, il fut chargé de défendre le mur de l'Atlantique, préparant ainsi la côte française à l'imminente invasion alliée. Lors de la bataille de Normandie en juin 1944, Rommel tenta d'endiguer l'avancée ennemie, mais se heurta au manque de ressources et à l'obstination du haut commandement. Il savait la guerre perdue. À ce moment-là, des rumeurs de complot militaire contre Hitler commençaient à circuler dans son entourage. Bien que Rommel n'ait jamais été directement impliqué dans le complot du 20 juillet 1944, visant à assassiner le Führer à l'aide d'une bombe dans son quartier général, ses sympathies pour les conspirateurs étaient connues. Plusieurs officiers impliqués, comme le général Hans Speidel, chef d'état-major, agissaient sous sa protection. Rommel défendit la nécessité de négocier la paix avec les alliés occidentaux, une position qui, dans le Reich, équivalait déjà à une trahison. Hitler, blessé dans son orgueil après cette tentative avortée, déclencha une chasse aux sorcières. Plus de 7000 officiers furent arrêtés et des centaines exécutés. Rommel ne put être jugé publiquement. Il était trop populaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi qu'à l'extérieur de l'Allemagne. On craignait qu'une condamnation publique ne démoralise les soldats au front, voire ne provoque un soulèvement parmi eux. Une solution discrète fut donc choisie. Le 14 octobre 1944, deux généraux se présentèrent à la résidence de Rommel à Herrlingen. Ils lui offrirent le choix, être jugé pour haute trahison, ce qui se solderait par une exécution et des représailles contre sa famille, ou se suicider en échange des honneurs militaires et de la sécurité de ses proches. Rommel accepta la seconde option. Quelques minutes plus tard, il avala une capsule de cyanure dans une voiture. Le régime annonça qu'il était mort des suites de blessures reçues en Normandie. Des funérailles nationales lui furent accordées et Hitler pleura publiquement sa mort. Ce n'est qu'après la guerre, après la chute du Troisième Reich, que les détails de sa mort forcée furent révélés. Rommel devint un cas unique. Le héros nazi finalement exécuté par Hitler lui-même, victime de son indépendance morale et de son refus de se joindre à la quête du fanatisme absolu. Il ne fut jamais un conspirateur actif, mais il n'en fut pas non plus un complice aveugle. Sa figure fut consacrée dans l'après-guerre comme un exemple de soldat honorable,
Même si sa responsabilité de combattant au service du régime ne disparaît pas sous son aura de brillant stratège, il mourut comme il vécut, avec discipline, sans scandale et en silence. Le renard du désert ne tomba pas au combat, mais fut capturé par les mêmes mâchoires qu'il contribua à nourrir.